Madame, Monsieur, bonjour. Mieux vaut tard que jamais, a-t-on coutume de dire. Loin d'être galvaudé, ce dicton traduit une réalité en passe d'être rangée aux oubliettes. Depuis sa création dans les années 70, le CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information, a vu passer quantité d'étudiants en journalisme d'ici et d'ailleurs. Au terme de 3 années d'études, 2 pour ceux qui entrent en deuxième année, ces futurs journalistes présentent un mémoire de fin d'études devant un grand jury donnant droit à un diplôme supérieur en journalisme en cas de succès. Seulement voilà, après audition, ces grandes enquêtes sont laissées à la merci des tiroirs ou des étagères de la médiathèque du CESTI. Fini donc l'omerta. À partir de ce jeudi 24 avril 2025, Radio Sénégal, en partenariat avec le CESTI, lève le voile sur ce trésor sonore inestimable. Et c'est avec un réel plaisir que je me remets devant ce micro de RSI pour partager avec vous des moments de radio qui, je l'espère, seront agréables. Comme entrée en matière de ce premier numéro, de Faites entrer l'enquêteur, une grande enquête consacrée à la réinsertion sociale des lépreux blanchis. L'auteur, Martin Faye, ici en studio. Bonjour Martin. Bonjour Michel. Alors, vous retrouvez des studios que vous connaissez bien. Oui, je connais bien ce studio qui abritait les productions de la chaîne Inter à l'époque, devenue aujourd'hui Radio Sénégal International. Voilà. Absolument. Des souvenirs? Des souvenirs, mais oui. J'ai quitté la RTS en 2000 en qualité de chef des programmes de la Radio Nationale et mes journée commençait par là, venir voir le conducteur, comment se déroulait l'antenne, donner des consignes, parler à l'animateur, au technicien avant de rejoindre mon bureau et d'avoir une séance de travail tous les matins, 8h15 avec Ibrahima Sané qui était le directeur de la radio à l'époque. Très bien. Alors, pour nous éclairer de sa science, Mamadou Ndiaye, il est directeur du CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Monsieur Ndiaye, bonjour. Bonjour Michel. Alors, une question anodine. C'est la première fois que vous rencontrez Martin Faye? Oui, c'est la première fois que je le rencontre physiquement, mais on est en contact de manière virtuelle sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Et c'est un immense plaisir de le rencontrer cet après-midi au niveau de ce studio de la RTS. Mamadou Ndiaye, vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication de l'université Bordeaux-Montaigne. Vous êtes directeur du CESTI où vous enseignez le multimédia, le web journalisme et la communication depuis plusieurs années. Enfin, pourrait-on dire, le CESTI déclassifie, entre guillemets, ces grandes enquêtes de fin d'études, du moins pour ce qui concerne la radio. Oui, depuis plusieurs années, ça a été notre volonté, notre vœu, notre souhait aussi de vouloir déclassifier, comme vous dites, ces grandes enquêtes qui sont dans des tiroirs pour la plupart et qui constituent une mine d'or en termes d'information. Et je remercie donc la RTS et vous également de nous permettre de faire profiter le public de ces excellentes productions. Martin, l'omerta qui entourait ces grandes enquêtes se justifiait-elle? L'omerta, oui, moi je me réjouis de l'initiative, sauf que je dis pas je panique, mais j'ai quand même un peu d'appréhension à écouter, j'allais dire, un travail académique, mais un travail d'étudiant. Parce qu'après cette enquête et après avoir être parti du CESTI et commencé le terrain, j'ai découvert que le terrain était inestimable pour être un journaliste complet. Avec le recul, vous vous dites, j'aurais pu mieux faire. Oui, beaucoup de choses. Si c'était à refaire, j'aurais fait cette production différemment et beaucoup mieux encore. Martin Faye, vous êtes journaliste à la retraite. Vous avez été formateur au CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information, dans les années 90. Je fus un de vos étudiants. Si par la grâce de Dieu, je travaille à la RTS, je vous le dois en partie. Et c'est le lieu pour moi de vous exprimer toute ma gratitude. Vous êtes consultant indépendant. Depuis 2000, vous collaborez avec la Fondation Hirondelle. C'est une ONG basée en Suisse qui intervient dans des pays en crise en assurant aux populations un accès à des informations fiables
et indépendante. Peut-être un mot sur cette aventure? Mais cette aventure a duré pratiquement 17 ans. J'ai représenté la Fondation Hirondelle en RDC, en République centrafricaine, en Guinée voisine, et puis dans au moins 2 pays du Sahel, Sahel central, le Burkina Faso, et plus récemment le Mali, où je suis resté 10 ans. Voilà, donc des pays en situation de conflit, de post-conflit, d'état fragile. Vous ne dites pas en situation de guerre, mais non, oui, pas un vraiment. euphémisme. Voilà. Voilà. Et on a vu le rôle que l'information d'intérêt public peut jouer dans ces situations-là. Vous avez fait la Centrafrique? La Centrafrique, je suis resté 7 ans directeur de Radio Ndekeluka. Vous avez fait Kinshasa, Kinshasa, Radio Okapi, Congo. voilà. Vous avez fait le Mali. Le Mali, 10 ans, la Guinée. Alors, la Guinée, je peux vous raconter, quand j'étais chargé de démarrer un projet en Guinée, je suis allé voir le conseiller en communication du président de l'époque. Il me dit, vous n'avez rien à faire ici, nous ne sommes pas en guerre. Je dis, oui, mais vous êtes un État fragile. Vous êtes un État au bord de la guerre, au bord d'affrontements intercommunautaires. Et ça lui a fait réfléchir. Il m'a dit, vous avez raison. Alors, Mamadou Ndiaye, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a une radio. Pourquoi ces mémoires de fin d'études ne sont pas exploitées par votre radio? Alors, souvent, ces mémoires nous posent beaucoup de problèmes, surtout sur le plan juridique, parce que dans l'élaboration de ces mémoires, certains étudiants venaient nous trouver au bureau pour demander des lettres de recommandation, et certaines personnes ressources exigeaient l'anonymat pour pouvoir accepter, en tout cas, de témoigner. Mais aujourd'hui, nous, au niveau du CECI, nous nous sommes dit qu'avec les technologies de l'information et de la communication, le journaliste a aujourd'hui plusieurs possibilités, plusieurs outils qui peuvent lui permettre de cacher ou en tout cas de protéger la source par rapport à l'enquête. Et donc, nous nous sommes dit que nous allons mettre en œuvre un programme qui consisterait à diffuser ces grandes enquêtes. En tout cas, celles qui sont diffusables, nous les diffuserons sans problème. Celles qui posent des problèmes, nous verrons techniquement comment aménager ou revoir ces documents-là pour pouvoir en faire profiter le public. Donc, la démarche aujourd'hui du CECI, c'est même pour les journalistes, pour les étudiants en journalisme, c'est de leur demander d'aller sur le terrain et d'avoir un comportement carrément professionnel. Et ne plus faire ces promesses-là qui, en quelque sorte, ne pourront pas être reconduites quand ils seront sur le terrain. Absolument. Alors, venons-en aux faits. Martin, en 1979, vous avez soutenu un mémoire de fin d'études consacré à la réinsertion sociale des lépreux blanchis. Et le fil rouge de votre production, permettez-moi l'expression, a un nom. Il s'appelle Baye Fall Faye. Ouais. Ça rime bien. Baye Fall Faye. Voilà. Qui est Baye Fall Faye? Alors, Baye Fall Faye, à l'époque, c'était un jeune instituteur, voilà, du village de Peykouk, plus connu aujourd'hui sous le nom de Touba Peykouk, à quelques encablures de mon propre village natal, Peykouk Serer. Et sa situation m'avait, j'allais dire, intéressé. D'abord, nous sommes de la même génération et puis on jouait ensemble au football, donc je l'ai connu là. Et j'avais choisi, fil rouge. D'autant plus qu'il est le Touba Peykouk, à l'époque, beaucoup moins aujourd'hui, c'était un village de reclassement pour personnes atteintes de la lèpre. Et donc, il y avait une certaine appréhension de fréquenter ce village, de fréquenter ses habitants. Voilà, ce petit phénomène que nous connaissons tous, comme on dit en Wolof, etc. Et voilà, j'avais fait cette enquête avec Baye Fall, voilà. Et puis c'était un des rares intellos du village, j'allais dire. Donc parmi les premiers qui avaient pu fréquenter l'école assez longtemps au point d'en être diplômé, de fréquenter le lycée, etc. Alors, sans plus attendre, nous allons écouter votre enquête. On vous retrouve aussitôt après. Vécu.
expériences humaines par ceux qui l'ont vécu. Une émission de Martin Faye. Aujourd'hui, le cas d'un élève instituteur marqué par la lèpre et fils de lépreux. Je m'appelle Baïfal Faye. Je suis né ici dans la léproserie de Péco. J'ai été atteint de la lèpre à l'âge de 9 ans pendant que j'étais à l'école coranique. Je me suis fait traiter et maintenant je suis en train de mener une nouvelle vie. Baïfal Faye est élève de 2e année à l'école normale régionale d'Emba Diop de Mbour, où il se prépare à exercer le métier de maître d'école. Son village d'origine est Peykouk, une léproserie située à 5 km de la ville de Thiès. C'est dans ce village que notre interlocuteur du jour est né, de parents lépreux gravement atteints, ayant même perdu les 10 doigts de la main. Jusqu'à l'âge de 9 ans, Baïfal est saint et son père l'envoie étudier le Coran à quelques kilomètres de la léproserie. Et c'est là, au milieu de ses camarades talibés, que le mal fait son apparition. Je n'étais pas tellement atteint au point d'être démembré ou bien au point d'avoir des douleurs physiques, etc. Il n'en est pas moins que si le physique disparaît aussi, le côté psychologique demeure. C'est-à-dire qu'à l'école coranique, quand mes camarades et moi-même avons appris cette maladie, alors ça cause beaucoup de problèmes. Parce que pour eux, c'était un début d'isolement. Justement, comment tes camarades de l'école coranique ont-ils accueilli la nouvelle que tu étais atteint de la lèpre, que tu étais lépreux? Mes camarades de l'école coranique avaient toujours manifesté à mon égard une certaine peur ceci émanant par exemple de mon origine. C'est-à-dire le fait qu'ils savaient que je venais de Péco, pour eux, sans que je sois malade, mon appartenance même suffisait pour me mettre en quarantaine. Tu parles de terme en quarantaine, ça signifie que tu as eu du mal justement à suivre l'école coranique, tu as dû faire face aux moqueries de tes camarades. Effectivement, il m'arrivait même de souhaiter d'être vraiment gagné de la maladie, d'être démembré, que tout le monde ait peur de moi pour que je cesse par exemple cette vie à l'école coranique qui était pénible et qui n'était pas du tout agréable. Ce n'était pas du tout agréable et Baïfal a vite fait de revenir auprès des siens, où mêlé à des centaines d'autres lépreux, il ne se plaint même pas sur son sort, puisque tout le monde autour de lui souffre du mal. Mieux, il va fréquenter l'école française de la léproserie, où en 5 ans, il obtient son certificat d'études primaires qui lui ouvre les portes du lycée. Et pendant ces 5 années, il se fait traiter. Nous avons rencontré à ce sujet le docteur Colli, qui s'occupe de ces lépreux de Peykouk, pour lui demander si Baïfal était contagieux. Non, il n'est pas contagieux parce qu'il fait une forme tuberculoïde. C'est-à-dire c'est assez banal comme lèpre. Oui, c'est la forme la plus souhaitable. Vous dites qu'il n'est pas contagieux, mais est-ce qu'il est considéré comme guéri, comme blanchi? Il est considéré comme guéri parce que à un certain moment, il y a un contrôle qui passe. On revoit les malades qui sont en traitement. On leur passe la visite. Après cette visite, si on n'a rien décelé, on les met en observation sans traitement. Tous les 6 mois, on les revoit. Et cela pendant 2 ans. À la 3e année, s'il n'y a rien encore, on les met et on les considère guéris. Et Baïfal est dans le même cas. Tout à l'heure, tu as fait allusion à la difficile situation que tu as vécue à l'école coranique. Est-ce que les choses ont été les mêmes au lycée de Thiès où tu as étudié? Les choses ont été, je ne dirais pas les mêmes, mais plus difficiles encore. C'est-à-dire au lycée, je n'étais plus malade. Mais il n'en est pas moins que je provenais, par exemple, d'un milieu malade. Et les camarades de l'école savaient, il arrivait que j'occupais une bonne classe. Et naturellement, les élèves alors, que j'avais devancé alors étaient mécontents et en compensation, ils mettaient la maladie, ou bien au moins le milieu, dans les jeux, si vous voulez.
C'est-à-dire que tes camarades de classe qui étaient plus faibles que toi dans les études s'étonnaient qu'un lépreux, qu'un fils de lépreux ait une intelligence supérieure à la leur, quoi. Effectivement, ceci était inadmissible. Et je me souviens même une fois, après une composition, je pense que j'étais 4e dans une classe de 30 et quelques élèves. Alors, une camarade, c'est une jeune fille, me demandait personnellement si vraiment j'appartenais au milieu lépreux. Donc, pour ces enfants-là, c'est-à-dire pour les camarades de l'école, il est très difficile de savoir même qu'un lépreux puisse avoir un enfant. Et si plus forte raison, un enfant intelligent. Un enfant intelligent, c'est vraiment inadmissible pour eux. Mais quand même, à la longue, je pense qu'ils ont fini par s'y adapter dans la mesure où les difficultés c'était au début. Mais même s'ils oublient aussi, c'est-à-dire s'ils n'emploient plus cette maladie ou bien cette appartenance au milieu lépreux pour, par exemple, compenser l'avance que ça avait sur eux dans les études, il n'en est pas moins que la pitié demeure. C'est-à-dire que dans nos rapports, je dis une certaine pitié, si vous voulez, émanant d'eux. Et justement, comment se manifestait cette pitié-là? Est-ce qu'ils venaient te parler un peu, te manifester de la sympathie? Dans nos rapports, il arrive que souvent, dans certaines années, que je sois responsable de classe. Donc, c'était un lien entre les élèves, c'est-à-dire mes camarades, et l'administration. Ce qui explique donc des rapports un peu étroits entre mes camarades et moi. Justement, dans ces rapports, je disais un peu de pitié, c'est-à-dire que j'appelle pitié parce que dans nos relations, dans nos communications, je dis une certaine réserve de leur part, ou bien même dans leur manière de me regarder. Cette pitié-là, pour moi c'est très naturel. J'appelle déjà pitié le fait que l'individu essaie de me persuader qu'entre nous, il n'y a pas de différence, quoi. Pour moi déjà, bon, cela suppose un certain sentiment, quoi, parce que ça me rappelle au moins la chose, etc. Mais justement, est-ce que tu as besoin de cette pitié-là que les gens se manifestent? Absolument. Et souvent même, je voudrais avoir la force de faire abstraction de cette pitié, même si je suis averti alors, de son existence, quoi. Bon, parce que, normalement, entre nous, je pense que nous ne devons pas en avoir besoin, étant donné que nous sommes aptes à assumer toutes les responsabilités que nos camarades peuvent assumer. Bon, nous sommes physiquement dotés des membres nécessaires pour, par exemple, subvenir, si vous voulez, à nos besoins. La volonté aidant. Donc, dans ce cas bien précis, je ne vois pas comment, par exemple, nous devons bénéficier de la même pitié que nos parents doivent avoir. C'est-à-dire que la pitié dont nos parents ont besoin, parce qu'eux, étant démembrés, eux ne pouvant pas physiquement ou intellectuellement ou socialement subvenir à leurs propres besoins. Quant à nous, nous sommes aussi aptes que les fils, si vous voulez, de tous les autres parents, quoi. Dans l'expérience que tu as vécue au lycée, j'imagine qu'il est arrivé dans une classe ou dans l'autre que un professeur soit amené à vous faire étudier la lettre. Alors, à ce moment-là, comment est-ce que tu as suivi ce cours-là? Justement, tes copains de classe, sachant un des élèves de la classe qui a été atteint de cette maladie et que ses parents sont lépreux, dans quelle atmosphère s'est passé ce cours sur la lèpre? À chaque fois, il était question de maladie, et surtout de lèpre dans la classe. Bon, déjà, les camarades, par leur regard, me suggéraient quelque chose. Bon. Et moi aussi, je ne pouvais pas du tout accueillir ce regard-là indifféremment. Parce que le regard était de me suggérer que toi, tu es en question aujourd'hui, et moi aussi, bon, j'acceptais, si vous voulez. Ce qui me mettait en sueur et que ces leçons se déroulaient sans que, si vous voulez, j'en fasse quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de la manière dont le professeur a parlé de la lèpre dans son cours? Est-ce que tu t'es dit qu'après l'exposé du professeur, les élèves vont encore prendre la lèpre comme une maladie honteuse? Ou est-ce que tu as réagi positivement à l'exposé du professeur ce jour-là? De ma réaction, bon, je dis que je ne peux pas en parler. Dans la mesure où les camarades, dès le début, dès le titre de la leçon, lèpre, alors ils m'ont regardé et dans le regard, j'ai dit que, alors ils m'ont suggéré le sentiment d'infériorité, le complexe donc d'infériorité. Pour moi, donc, j'étais aplani. Donc, il n'est plus question de réaction. Quant à te dire si la leçon a été exposée d'une manière rébarbative ou pas, moi, je dis que c'était inexistant presque. Sur cette expérience de Baïfal au lycée,
Nous avons recueilli le témoignage d'un de ses anciens camarades de classe. Il s'agit de Joachim John, actuellement étudiant à l'université de Dakar. Pour ce dernier, c'est surtout la première année de Baïfal au lycée qui fut éprouvante. Vous savez, c'était bien avant la troisième qu'on a su que Baïfal était lépreux. Parce que nous avons fait la 6e, la 5e et la 4e ensemble. Donc, c'était surtout en classe de 6e que nous nous sommes rendus compte du fait que ses parents étaient des malades. Les élèves généralement viennent de différents établissements. Donc, ils ne se connaissent pas en 6e. Au cours de l'année, nous nous sommes rendus compte qu'il était malade. Le premier mouvement de certains, c'était un mouvement instinctif. D'abord, ils ont cru que, à cause du fait que Baïfal était issu de parents malades, ils pouvaient contacter cette maladie. Au premier mouvement, ils ont essayé de prendre leur distance, mais ils se sont en quelque sorte ressaisis par la suite. Ils sont venus, ils sont ligués autour de cet enfant. Tu dis qu'il y a des camarades qui se sont ressaisis, mais avant de se ressaisir, ils ont quand même mené à Baïfal la vie dure. Et selon toi, pendant combien de temps cela a-t-il duré? C'était surtout au début de l'année, c'est-à-dire d'octobre, novembre et décembre. Cette façon de prendre ces distances a été mal perçue par notre camarade Baïfal. De telle sorte qu'au début de l'année, lui, il a mal travaillé. Nous venons maintenant à la troisième étape, celle que tu vis en ce moment. Je veux parler des études que tu suis à l'école régionale d'Embo Diop de Mbour, où tu te prépares au métier d'instituteur. Est-ce que là, tu connais les mêmes problèmes qu'au lycée? Bon, à l'école normale, quand même, il y a une différence avec le lycée. Bon, cette différence se situe au niveau de la maturité d'esprit même des individus qui vivent dans les deux milieux respectifs. Je veux dire qu'à l'école normale, quand même, les individus sont beaucoup plus mûrs intellectuellement. Donc, ils ont un esprit de tolérance supérieur à celui, par exemple, des lycéens. C'est pourquoi à l'école normale, quand même, j'ai vécu et je suis en train même de vivre une compréhension supérieure à celle que j'ai vécue au lycée. Oui, mais est-ce que à l'école normale, tes camarades de classe, tes professeurs ne se disent pas, en tenant compte de tes brillants résultats en classe, est-ce qu'ils ne se disent pas c'est dommage qu'un garçon intelligent comme celui-là ait des parents lépreux? Est-ce qu'ils ne réagissent pas de cette manière-là? Non. Je dis non, bon, pas parce que aucun d'eux ne me l'ait manifesté au lycée. Il y a une concurrence qui existe entre les élèves. Une concurrence scolaire, quoi. Bon, à l'école normale, c'est autre chose. Parce que là-bas, quand même, dans ce travail scolaire, il y a plutôt une solidarité entre les élèves. À l'école normale, tu as un régime d'internat, mais est-ce que dans cette vie de communauté, tu ne te sens pas isolé? Que par exemple, tu regardes tes camarades sortir, aller en ville, dans les boîtes de nuit ou au cinéma, toujours dans un complexe d'infériorité, tu te dis, c'est dommage que je ne puisse pas faire comme eux et que tu mènes une vie à part. Est-ce que ça ne t'arrive pas? Ça, ce sont des problèmes que j'ai connus au lycée et non à l'école normale. Parce qu'au lycée aussi, j'ai vécu l'internat. J'ai été interne pendant 4 ans, par exemple. Bon, et à l'occasion aussi de ce séjour à l'internat, peut-être qu'au début, j'ai eu ces problèmes-là. Bon, je regarde mes camarades agir, je me considère comme mort, c'est-à-dire comme n'étant pas de leur société. Donc, nous ne devons pas agir comme eux, sortir, me distraire, etc. Cependant, petit à petit, quand même, je suis parvenu à sortir de cette solitude et de m'accepter comme les autres. Donc, faire comme eux, sortir, me distraire et me considérer comme un être humain comme eux. De toute façon, ce problème-là ne s'est pas posé à moi à l'école normale, où j'ai déjà eu une certaine expérience déjà de la vie de l'internat au lycée. Et des problèmes de sortie, je n'en ai pas. Je sors comme mes camarades et puis je ne sens même pas dans notre compagnie si je dois y être ou bien... De toute façon, ce sont des problèmes quand même qui ne se posent pas à moi. Donc, à l'école normale régionale de Mbour, tu es très à l'aise
Mais dans ton village de Peykouk, je crois que tu es un des rares ressortissants de ce village qui est percé dans les études et qui soit en train de réussir sa vie. Alors, est-ce que cela ne te pose pas des problèmes? C'est-à-dire, est-ce que tu es à l'aise dans ce milieu, justement, en tenant compte de ta situation sociale qui est, si tu veux, meilleure que la leur? Ça crée toujours des problèmes, mais des problèmes quand même différents selon que ce sont les gens du même âge que moi ou bien les grandes personnes. Les problèmes diffèrent. Avec les camarades du même âge qui sont analphabètes, qui n'ont pas, par exemple, comme moi, la chance de sortir ou bien d'accéder à une certaine vie, ou bien de faire certains milieux, etc. Il y a un conflit, si tu veux, entre nous, un conflit de jalousie. Bon, pour moi, c'est tout à fait naturel. Parce que si économiquement, je connais une situation meilleure par mes résultats scolaires, etc., eux qui sont moins nantis que moi, quand même, bon, ça ne peut pas alors laisser indifférent. Mais chez les grandes personnes, quand même, le conflit diffère. Parce que là-bas, ce n'est pas une jalousie économique, etc. Mais c'est plutôt un conflit, c'est toujours le conflit de génération. C'est-à-dire que je ne vois pas de la même manière que, surtout les problèmes quotidiens de la vie, moi, je ne me permettrais pas, par exemple, de suivre aveuglément certaines pratiques coutumières. Bien, il faut que j'essaie d'employer ma raison. Justement, je sais que dans ce village de Peykouk, en ce qui concerne les mariages, au niveau du village, on a institué, si tu veux, que les hommes gravement atteints vont se marier avec des femmes qui ne sont pas démembrées et que les femmes démembrées auront pour mari des hommes sains. Alors, est-ce que toi, tu accepterais de te marier avec une fille qui est démembrée, toi qui es sain? Avant de donner mon opinion, je ferai remarquer une certaine chose. C'est-à-dire que dans la tradition que tu as décrite tout à l'heure, chez nous, il y a quand même une phrase très louable. Parce que si, par exemple, d'après le couple que tu as décrit, un homme démembré se marie à une femme membrée. Et vice-versa. Par là, au moins, il y a une complémentarité. Ça explique quand même une certaine cohésion, si vous voulez, pouvant exister entre les différents membres. Bon, pour là, je ne peux pas dire ni oui ni non, dans la mesure où c'est une question philosophique. Parce que je sais qu'il me serait très difficile d'établir une compréhension, une entente entre une femme malade et moi. Pourquoi cette difficulté de compréhension? Parce que tout simplement, le malade a toujours peur de celui qui ne l'est plus, ou bien de celui qui ne l'est pas, de celui qui n'est pas malade comme lui. Déjà, par donc la peur qui émane d'elle à moi, il y a donc une barrière de compréhension entre nous. Et d'autre part, peut-être religieusement, nous n'avons pas une même manière de voir les choses. Donc, étant donné qu'il ne peut pas y exister entre nous la compréhension, et que moi, pour moi, la base du mariage, c'est la compréhension, je peux dire non. Non, philosophiquement, mais pas parce que son physique me gênerait au point, par exemple, de ne pouvoir pas me marier à elle. Je crois que vous connaissez bien Salou Dieng, la grande vedette de la chanson sénégalaise. Bon, c'est un lépreux. Et je sais que, surtout dans ce village de Peykouk, on lui reproche d'avoir fait fi de sa lèpre et d'aller un peu se vendre, si je traduis l'expression textuellement, d'avoir préféré aller se vendre au lieu de venir vivre cette vie humble que la plupart des lépreux mènent ici. Alors, est-ce que toi, tu as eu à faire face à ce même reproche? C'est-à-dire qu'on t'ait reproché de venir aller cultiver comme tes camarades, d'aller au champ, d'aller peut-être manger ou d'aller laver les voitures à Dakar dans les parkings. Est-ce qu'on t'a fait ce reproche-là? Personnellement, non. Mais en ce qui concerne ce reproche même, j'aimerais y apporter certaines explications quand même. Je dirais que ce reproche est naturel. Comment c'est naturel? Parce que dans la société lépreuse, si par exemple un des lépreux parvient à une situation
meilleur à celui que les autres sont en train de vivre, naturellement, il est mis en quarantaine. Pourquoi? Parce que c'est la jalousie de la réussite. Mais est-ce que toi, justement, tu n'es pas mis en quarantaine? Enfin, si, ça se voit. Si, par exemple, économiquement, je suis beaucoup plus doté, cela me permet de m'occuper d'un minimum nécessaire, tel qu'un magnétophone, etc. Donc, certains camarades sont très gênés donc, de me fréquenter ou bien même d'écouter le son, d'écouter de la musique avec moi. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent avec un appareil qui m'appartient. Et peut-être qu'ils ne peuvent pas se payer. Cela, naturellement, ça crée donc de la jalousie, de l'adversité entre nous. Voilà, justement, tu touches là du doigt le dilemme un peu, un certain conflit cornélien qui touche tous les lépreux blanchis. Bon, d'une part, il y a encore cette société dans laquelle tu veux te réinsérer qui te refuse ou qui te crée des difficultés pour ton retour. Et d'autre part, il y a ce milieu que tu quittes parce que peut-être tu es guéri, peut-être tu as réussi dans la vie, tu es économiquement plus armé qu'eux, qui te refusent. Alors là, tu te trouves aussi entre deux chaises. Enfin, le problème n'est pas aussi quand même très difficile. Pourquoi? Parce que pour ce qui est du problème de la réinsertion sociale, c'est-à-dire que la peur, la crainte, cette crainte-là n'émane pas seulement de la société. De la même manière que la société profane a peur du lépreux, de la même manière aussi, le lépreux a peur de cette société profane. Et justement, si par exemple, un gars comme Saloum Dieng a des problèmes, comme nous l'avons exprimé tout à l'heure, c'est à cause de ça. Le lépreux qui a peur de la société, lui vraiment, il est gêné et puis il est troublé quand il voit un autre lépreux s'insérer comme ça dans la société dont il a peur lui-même. Oui, justement, dans ce village de Pékou, tu sais qu'il y a beaucoup de lépreux qui sont guéris, blanchis, comme on dit, mais qui ne veulent pas retourner dans leur ville ou dans leur village d'origine. Bon, est-ce que toi, tu acceptes cet état de fait-là? C'est inacceptable. Bon, il est vrai que quand on est atteint de la lèpre, à un certain stade, au point par exemple d'être démembré par cette maladie, si on en est guéri, c'est-à-dire si on ne porte plus par exemple le parasite, le microbe, on peut être déclaré guéri. Cependant, si on a été démembré, évidemment, le corps humain n'a pas la faculté de repousser, comme l'arbre. Bon, ce lépreux, normalement, il est guéri. Et automatiquement, on lui délivre un certificat de guérison, comme quoi il est capable d'être réinséré dans la société. Cependant, il est guéri physiquement. Il n'est pas guéri mentalement. Psychologiquement, quand même, il a des problèmes. Si moi, par exemple, je suis nous appartenons au même milieu. Bon, je suis malade, alors je viens dans une léproserie où je me traite. Après guérison, si je reviens auprès de toi, peut-être que physiquement je suis guéri, mais mentalement je ne peux pas être guéri devant toi. Pourquoi? Parce que tout simplement, à chaque fois que je te vois faire de tes mains ou bien de tes pieds, de tes membres, de toute façon, quelque chose que je ne peux pas réussir, la faiblesse ou bien le regret naissent en moi. Ce qui donc maintient un conflit général entre le lépreux et sa société. Donc le lépreux peut connaître lui-même des problèmes sans être rejeté par la société. Donc le lépreux blanchi est encore malade, hein, si tu veux. Psychologiquement, il est encore malade dans la mesure où il a toujours des problèmes de se réinsérer dans la société sans avoir jamais de complexe d'infériorité. Baïfal Faye, tu vas être instituteur. Est-ce que tu auras le courage quand tu vas parler à tes élèves de la lèpre, est-ce que tu auras le courage de leur dire que tu as été lépreux et que c'est la lèpre qui t'a marqué le visage ainsi? Est-ce que tu auras ce courage-là? Ce n'est pas une question de courage, mais c'est une question de vérité. Parce que si je dis à mes élèves que je suis fils de lépreux, que maintenant je suis lépreux, j'ai le visage, par exemple, bousculé par la lèpre, c'est leur donner une raison d'avoir peur de moi. Mais si je veux faire comprendre aux élèves que la lèpre n'est pas contagieuse,
et que être fils de lépreux ne veut pas dire automatiquement être lépreux, alors c'est vraiment trop mal dire que de leur démontrer que moi je suis originaire de lépreux et que je suis lépreux. Ça vraiment, ce n'est pas un argument convaincant. Monsieur, est-ce que vous accepterez que votre fils est comme instituteur un monsieur qui a été lépreux et qui a ses parents lépreux? Oui. Oui, pour des raisons. Parce que je crois que la maladie, cette maladie lépreuse, c'est une maladie qui se soigne. Je pense que même si mon enfant aussi tombe dans cette maladie-là, il peut être aussi soigné. Le maître qui a été traité, qui est guéri, bon, pour moi, le problème ne se pose pas. Puisqu'il a été traité, il peut enseigner, je pense. Mais de toute façon, il doit faire quand même attention à l'égard de ses parents qui sont encore malades, qui ne rattrapent pas la maladie. Jeune homme, est-ce que tu accepterais d'avoir un instituteur ou un professeur qui a été lépreux ou dont les parents sont lépreux? Oui, j'accepterais d'avoir un professeur qui a été un lépreux. Car... Tu n'auras pas peur de lui? Non. Parce qu'il ne peut pas me donner ça, quoi. Si le professeur a été lépreux et qu'il n'est plus lépreux, moi j'accepte bien qu'il m'enseigne, parce que je crois qu'il ne pourra pas me contaminer. Oui, il ne va pas me contaminer. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont ses connaissances. Mais si ses parents sont lépreux aussi, même s'il a été lépreux aussi, s'il ne l'est plus, moi j'accepte bien qu'il m'enseigne. Et pour terminer, je vais vous lire une lettre, ou plutôt un extrait de la lettre que Baïfal Faye m'a fait parvenir quelques jours avant la mise en onde de cette émission. Baïfal Faye écrit ceci: à la fin de nos entretiens, je ne peux m'empêcher de sentir que ma personne et à travers elle, celle de tous mes semblables, est violée, mise à nu. Il est certain que cet état de fait portera à équivoque, car pour le profane, pour l'individu de mauvaise foi, cette émission n'apportera pas grand-chose, sinon une raison de plus pour ridiculiser ses frères, parents ou amis handicapés physiques. Cependant, savoir que de nos entretiens jaillira une lumière pour une meilleure compréhension du lépreux me console entièrement. Martin Faye, 46 ans après, que ressentez-vous? Mais j'ai l'impression de me retrouver avec le jury dans le studio radio du CESTI. Ça a été chaud? Mais je retrouve encore les remarques, les observations qui m'avaient été faites. Le jury était présidé par Bernard Scheffer, qui était le chef du département radio, à qui j'ai d'ailleurs succédé presque 2 ans après. Papra Sinsi, qui était directeur de la radio, dont je salue la mémoire. Mansour Sow, qui était le chef des programmes de Radio Sénégal et qui, pratiquement une semaine après, je suis devenu son collègue à la RTS. Et puis le professeur Mbaye Gueye, du département d'histoire, qui venait enseigner l'histoire contemporaine, l'histoire de l'Afrique au CESTI. L'émission, globalement, avait été bien appréciée. J'ai reçu des remarques, par exemple, sur la forme. D'abord, ma voix. Je n'avais pas encore... Vous avez fait le séminaire. Oui, voilà. J'avais cela a beaucoup joué sur votre diction. Exactement. J'avais un ton prêchi-prêcha que j'ai amélioré. Tu connais l'histoire, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez été interdit d'antenne par Léopold Sédar Senghor, pour la petite histoire. J'ai été interdit d'antenne pendant 3 mois à la RTS. Sidi El Arbi Ndiaye m'a aidé à améliorer ma voix, à présenter des bulletins blancs. Et quand je suis revenu à l'antenne, Bernard Scheffer, justement, au CESTI, m'a dit: tu viens apprendre aux étudiants comment tu as fait pour améliorer ta voix. Et c'est comme ça que j'ai animé les cours de micro d'abord, aux étudiants. Et quelques mois après, Scheffer est parti à RFI comme rédacteur en chef. Et Sori Kantara, à l'époque, qui était directeur des études, m'a demandé de prendre intégralement en charge la formation radio 2e année. Voilà. Mamadou Ndiaye, votre réaction après avoir écouté cette grande enquête de Martin Faye?
Avec beaucoup enfin, c'est assez sublime ce que nous venons d'écouter dans le cadre de cette émission. Et puis je remarque que le format a un peu changé. Oui. Mais quand même, le contenu est toujours beaucoup plus riche. Et on se rend compte qu'à travers cette enquête-là, quand même, ce sont encore des questions de société qui sont développées dans le cadre de ces productions-là du CESTI. Et il y a des phrases qui m'ont vraiment traversé l'esprit, disons, glacé le corps quand j'entends Baye Fall Faye qui dit que je me considère comme mort, comme n'étant pas de leur société. Ça interpelle. Et on se rend compte qu'avec cette maladie, on est confronté à la discrimination, à la jalousie, à la mise en quarantaine par la communauté, par votre propre communauté, et que même après une guérison constatée par le médecin, il y a également une impossible reconstruction. C'est assez intéressant de voir un peu comment la société a évolué avec ce phénomène-là, mais quand même ce qui vous réconcilie avec l'humanité de manière générale, c'est la lettre de Baye Fall Faye que vous avez lue à la fin. Vraiment, c'est une production qui est très exaltante, qui vous montre le monde quand même tel que vécu par certaines communautés, et c'est là où nous disons que l'humanité a fait un grand pas. Baye Fall Faye fait partie de ce que l'on appelle les blessés de la vie. Alors, ce sont des gens marginalisés, des gens qui ont mal en leur corps et en leur âme. Justement, vous qui êtes communicant, comment les journalistes devraient traiter ce genre de questions qui touchent à l'humanité? C'est ça, avec beaucoup de à la dignité de l'homme. Avec beaucoup de responsabilités, mais également, ce sont des sujets assez difficiles qu'il faut savoir aussi prendre par le bon bout. Et je pense que moi-même, en tant que, disons, auditeur, parce que j'ai écouté cette émission, mais cette émission m'a permis de comprendre des images que j'ai déjà vues, que j'ai déjà rencontrées dans mon quotidien il y a plus de 40 ans aussi, il y a plus de 30 ans. Ça me permet de voir un peu aussi que ce sont des questions qui sont là dans notre société, mais que nous devons adresser en essayant aussi en même temps de toujours valoriser les personnes concernées, de les respecter, mais aussi de dire à la société que dans une société, il y a du tout. Il faut que quand même toutes les composantes, toutes ces personnes-là qui ont eu à vivre des situations assez compliquées puissent avoir la possibilité de parler à quelqu'un. Il y a beaucoup de Sénégalais qui vivent dans leur quotidien ou même dans leur regroupement familiaux, mais des situations difficiles qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Et ça, je pense que le journaliste peut permettre déjà de dire ces choses-là sur la place publique, et en le disant, peut-être qu'on peut arriver à trouver des solutions. Et Baye Fall Faye, Martin Faye, justement, parle de deux aspects. Il y a l'aspect physique et l'aspect psychologique. Oui. Et que même quand on guérit de cette maladie, psychologiquement, il y a quelque chose qui cloche. Exactement. Alors, et il dit une phrase terrible que j'ai retenue. Il souhaitait être démembré pour pouvoir quitter l'école coranique. On a été beaucoup plus méchants à l'école coranique qu'à l'école française. Et vous savez, je vais vous raconter deux anecdotes. Comment j'ai réussi à me faire accepter par Baye Fall. Au début, quand je lui expliquais ce que je voulais faire, naturellement, il y avait de la réticence et même du refus. Mais il a fini par m'accepter le jour où il m'a tendu un verre de thé chez lui et que j'ai bu. Il pensait que j'allais manifester un peu de dégoût, etc. Ça, c'est un. Et vous savez aussi, ce qu'il dit dans l'émission, ça c'est... on peut avoir une explication, je crois, dans sa vie professionnelle. Il n'a pas été à l'aise au point qu'on l'a finalement affecté comme directeur
de l'école du village. Ça veut dire qu'il a eu du mal à servir ailleurs, où il était toujours indexé, etc. Et finalement, on l'a affecté dans son propre village comme directeur d'école. Voilà, là, ce sont les enfants du village, les enfants des lépreux, etc. Et voilà, c'est là qu'il a fait ça. Mais il est là aujourd'hui à la retraite. J'ai vu de ses et en bonne nouvelles, santé. voilà, et, nous l'espérons. Exact. Alors, Mamadou Ndiaye, vous êtes le directeur du CESTI. Quel est le processus qui aboutit à la soutenance d'une grande enquête? Alors, il faut d'abord que l'étudiant, comme vous venez de le dire, puisse s'inscrire en deuxième année ou en première année, hein, comme s'il a le niveau bac, s'il a le niveau licence deuxième année, ensuite puisse faire sa troisième année en spécialisation, et à la fin de la troisième année, on leur donne aujourd'hui 2 mois. La première et la deuxième année, c'est un tronc commun. Un tronc commun. Et c'est à la fin de la deuxième année Tout à fait. que les étudiants font leur choix. Voilà, font leur choix. Soit d'aller en presse écrite, en radio ou en télévision. Tout à fait. Et à partir de là, ils sont suivis régulièrement par les professeurs de troisième année. Et un travail qui les mène directement à la grande enquête. Et le choix du sujet incombe à l'étudiant, bien sûr, qui le soumet, qui le propose à la direction des études. Il propose au niveau du cours avec les profs de troisième année, parce qu'ils sont en général 2 ou 3 ou plus. Et il y a une discussion qui est mise en œuvre. L'étudiant présente son plan d'enquête. Ensuite, il y a des discussions qui ont lieu avec toute la classe. Et si c'est validé, le système s'enclenche et puis la production commence. L'étudiant, ça dépend aussi des sujets. Ceux qui ne sont pas sénégalais vont retourner dans leur pays pour faire ces enquêtes, mais également sur des sujets de société, et nous reviennent à la fin. Et en général, c'est au mois d'octobre qu'ils viennent déposer. Ces dernières années, nous avons été confrontés à des problèmes concernant le calendrier universitaire, mais pour cette année, on va stabiliser et les dépôts vont commencer en octobre. Après 3 semaines d'écoute ou de visionnage ou de lecture pour la presse écrite, les étudiants soutiennent leurs grandes enquêtes avec aussi, je pense, je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais aujourd'hui, on voit que parfois pour certains, c'est avec un gros stress. Vous voyez, les jurys sont aussi, ça chauffe comme d'habitude. Voilà, et je pense que c'est important parce que c'est la dernière occasion quand même pour vos formateurs de vous dire carrément ce qu'ils pensent de vous. Absolument. Et ce qu'ils pensent du travail que vous venez fournir. S'ils sont satisfaits, a mis le doigt sur l'addiction. Tout à fait. Elle est importante. En radio surtout. En radio surtout. Et même en télévision. Oui. Voilà. Est-ce que vous y veillez? À l'époque, on avait Lucien Lemoine qu'il faisait bien. Est-ce que vous y veillez? Oui, souvent, parce que quand même, dans le cadre des grands jurys, des réunions du grand jury, après la soutenance, les profs nous remontent un peu les difficultés qu'ils ont rencontrées ou qu'ils ont vues au cours de ces soutenances-là. Et à un moment donné, nous nous sommes rendus compte que cette question-là, l'addiction à se poser au niveau des étudiants qui ont soutenu leur mémoire. Et ces dernières années, nous avons réussi à renforcer cet enseignement-là. On a un cours de coaching de voix, un cours de diction et un cours aussi qui a plus ou moins trait de la deuxième année à la troisième année à la linguistique. Et ça, donc, sur leur parcours, depuis la première année jusqu'à la troisième année, ils ont ce coaching de voix-là que nous avons mis en œuvre. Et pour leur permettre d'être aussi opérationnels, on leur donne également les moyens techniques avec des cours de montage audio numérique qui leur permettent également de faire leurs grandes enquêtes avec quand même beaucoup plus d'autonomie. Les invités de ce premier numéro de Faites entrer l'enquêteur, Mamadou Ndiaye, directeur du CESTI, que vous venez d'entendre, et Martin Faye, journaliste à la retraite, ancien formateur au CESTI, consultant indépendant. Alors, Martin, nous allons sortir un peu de ce sujet qui nous réunit aujourd'hui pour parler un peu de notre métier, le journalisme. La presse est au banc des accusés. Alors, est-ce qu'il y a péril en la demeure? Mais pour moi, oui, le contexte aujourd'hui fait que
le journalisme est décrié, il y a des atteintes à la liberté, en tout cas considérées comme telles, beaucoup de journalistes interpellés, etc. Je pense à toutes les périodes, les époques, nous avons rencontré ce type de situation. Et nous savons tous, en tant que professionnels, qu'il faut simplement revenir aux fondamentaux de la profession. À la grammaire journalistique, à la grammaire, comme vous l'appelez. Exactement, revenir à la grammaire journalistique et également appliquer tout ce que nous réclamons, que l'on soit syndicat, société civile, à savoir qu'un journaliste n'a pas vocation à aller en prison. Mais pour cela, il faut que nos instances d'autorégulation de la profession puissent fonctionner. Le CORED, par exemple. Par exemple. Mamadou Ndiaye. Oui, le CORED est en train de jouer son rôle d'alerte, mais aussi de sensibilisation des journalistes. Mais il faudrait également que les journalistes eux-mêmes écoutent et respectent cet organe d'autorégulation. Mais il faut également aller quand même vers la mise en place d'un organe de régulation. Aujourd'hui, nous avons le CNRA. Nous voyons que ça ne fonctionne pas. Bon, le Conseil, je pense, n'a pas encore été installé. Le code de la presse prévoit le code de la presse prévoit un autre organe depuis 2017. Oui. Et moi, je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à présent, j'ai même dû poser la question à certains responsables, mais je pense qu'ils sont en train de travailler sur la mise en œuvre de ce nouvel organe qui forcément va renforcer les compétences de l'organe de régulation. Parce que le CNRA n'est pas opérationnel sur tous les supports aujourd'hui qui diffusent l'information. Mais aussi, il faut mettre le curseur sur cette période que nous vivons. Aujourd'hui, les questions que je me pose sont aussi des questions assez philosophiques, comme le disait Baïfal Faye tout à l'heure. Que vaut aujourd'hui la vérité à l'ère de l'intelligence artificielle? Nous sommes submergés par la désinformation. Et cette désinformation vient de toutes parts. Ce n'est pas seulement au niveau de certaines entités, réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, parfois, aujourd'hui, les réseaux sociaux posent problème. Parfois, des citoyens qui peuvent ou qui veulent nous faire croire qu'ils sont dans une dynamique de partage d'informations, sont en train, en fait, de nous désinformer parce qu'ils sont en train de jouer un rôle qui leur a été donné. Ils sont dans une mission que nous, peut-être, nous ne comprenons pas. Ils ont un agenda caché. Et en réalité, on se demande, mais à quel sein se vouer? À un moment donné, je pense que nous devons tous nous asseoir, nous dire la vérité, parce que cette profession-là, il faut la sauver. Et il ne faut pas que l'on pense que tout ce qui est aujourd'hui réseau social peut prendre la place de la presse traditionnelle. Il faut renforcer et sauver la presse traditionnelle parce qu'il y a beaucoup de professionnalisme, mais également c'est une presse qui peut être concernée par les textes en vigueur, la déontologie et les principes éthiques qui sont en cours dans le métier. Mais avec les problèmes économiques que rencontre la presse aujourd'hui, Martin, est-ce que les médias dits traditionnels ne sont pas aujourd'hui en perte de vitesse par rapport à ces réseaux sociaux? Mais les médias traditionnels ont leur place et, j'allais dire, dans le rond central. C'est à partir des médias traditionnels qu'on devrait rayonner, formater l'information, la vraie, et éviter les manipulations, la propagande, et pour cela, il faut des journalistes formés à bonne école. Exactement. J'ai l'habitude de dire que, dans une certaine mesure, on se félicite tous du pluralisme médiatique, mais le foisonnement des entreprises de presse ne s'est pas accompagné des processus ou des outils de formation, des activités de formation, et on n'a pas une masse critique de journalistes bien formés. Je salue le leadership qu'exerce le CESTI dans ce domaine, mais il faut le reconnaître. Du CESTI, il y a une foultitude d'écoles privées de formation non contrôlées par l'État. Exactement. Mais Mamadou Ndiaye, cela aussi pose problème. Oui, c'est un processus, en tout cas, qui n'est pas maîtrisé. Et nous ne cessons de le dire, le problème aussi de cette profession-là, le journalisme, c'est également la formation. Et comme le doyen Martin Faye l'a dit tout à l'heure,
le CESTI quand même n'arrive à injecter dans le marché qu'une trentaine de journalistes par an. Nous l'avons dit et répété, il faut plus d'infrastructures, il faut plus de moyens pour qu'on puisse prendre en charge toute la demande en termes de formation. Nous avons chaque fois des centaines de jeunes qui font la queue au CESTI. Quand j'arrivais là, ils étaient là en train de déposer leur dossier pour le concours d'entrée au CESTI, mais on n'a pas de salle, on n'a pas d'infrastructure qui nous permettent de tous les prendre et de pouvoir les former. Je pense que ça doit faire partie également de l'agenda du gouvernement d'appuyer le CESTI, de l'aider à assurer cette mission de formation. Mamadou Ndiaye, merci. Merci Michel. Votre dernier mot? Un immense plaisir de voir que ce projet a enfin démarré et j'espère que ça va être quand même une belle aventure. Martin Faye, mais une pensée, oui, à tous les condisciples de la 7e promotion du CESTI, parce que j'appartiens à cette promotion-là. Et tout récemment, nous avons même créé, à l'initiative de Mamadou Koumé, qui est un des membres du groupe, un groupe WhatsApp, y compris avec les confrères étrangers. Mais je cite juste les Sénégalais, Mamadou Koumé, Babacar Touré, dont la maison de la presse porte le nom, Sidi Gaye, Fatoumata Sow, Ibrahima Souleymane Ndiaye, qui a été directeur de la télévision. Je les salue tous. Qui a consacré son mémoire de fin d'études à la crise du rail au Sénégal. Et nous allons l'inviter. Merci en tout cas, c'est tout pour Faites entrer l'enquêteur. Mes invités, Martin Faye, journaliste à la retraite, et Mamadou Ndiaye, directeur du CESTI. Merci à la technique Aïda Diop et Maktar Diouf, à l'habillage André-Noël Thiandoum et Demba Malik Mbodj. Un grand merci à Yacine Diagne, Marie-Justine Diogo et Lamine Ndiaye du CESTI. Merci également au directeur de la radio, François-Xavier Thiaw, et au directeur général, Papa Lénian, pour avoir rendu possible ce partenariat. Merci et rendez-vous dans 15 jours.